Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CEPEL Télévision. Des questions très très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin ou chaque soir, quand je viens dans le cadre de cette émission, j'ai l'habitude de dire tout simplement que le Décrit Info, c'est le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous, moi, Claude Perrault-Louara, de voir les choses, ma manière à moi de l'exprimer, ma manière à moi de le ressentir. Je suis donc très très heureux de vous retrouver. Après encore quelques jours d'absence, dû essentiellement à des raisons indépendantes à ma bonne volonté. Je vous l'ai dit et je vous les répète, les conditions dans lesquelles on travaille, c'est vraiment parce qu'on vous aime. On fait un travail de titan, on s'organise nuit et jour pour être présent, pour essayer de vous faire du bien et essayer d'être présent dans le cadre de ce travail. Et aujourd'hui encore, je suis vraiment heureux de vous retrouver. Nous sommes lundi aujourd'hui, c'est le 3. Je voulais vraiment vous souhaiter une très très bonne semaine. Comme ce lundi et surtout un bon mois d'octobre. Le mois de septembre est passé. Je sais que les parents, particulièrement dans mon pays, ont eu énormément de problèmes, énormément de soucis à pouvoir envoyer leurs enfants à l'école. Le mois de septembre est un mois de complications terribles parce qu'il faut la rentrée, il faut payer les minervales, il faut ceci, il faut cela. Même si ceux qui sont aujourd'hui aux affaires, on nous parle de la gratuité de l'enseignement, c'est que je ne crois pas. La gratuité de l'enseignement, je l'ai dit et je le réitère, est un échec patent. C'est une décision constitutionnelle, donc une décision contenue dans notre constitution, mais que le président Tshisekedi a voulu mettre en branle avec autant de populisme, et d'ailleurs de manière assez alambiquée, assez désordonnée, à l'image de son régime et de son pouvoir. Aujourd'hui, vous avez vraiment des problèmes. Lui-même en a été témoin. Quand il est arrivé au Kasaï, à Lodja, il a tenté de parler de la gratuité de l'enseignement. On lui a dit que ça n'existait pas. Il n'y en avait pas. Il a insisté. Oh non, il ne faut pas aller dans les écoles privées. On lui a réitéré, on lui a rappelé que là-bas, les élèves étaient en train de payer les minérales. Il est allé aussi à Chikapa. On lui a dit la même chose, qu'il n'y avait pas de gratuité d'enseignement. Et à Kinshasa, beaucoup d'écoles, notamment des écoles conventionnées catholiques, je parle des Bosangani, je parle des Boboto, les parents ont repris à payer les frais de scolarité de leurs enfants. Cette affaire est tout simplement un échec patent parce que tout en étant inscrit dans la Constitution de la République, la mise en marche n'a pas été correctement pensée, correctement réfléchie, au point où ça nous crée des problèmes. Un autre problème lié à cette gratuité de l'enseignement, c'est la destruction même de la qualité de l'enseignement, la baisse de la qualité de l'enseignement. Vous le savez, excusez-moi, vous le savez avec moi que notre enseignement est décrié. La qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo pose énormément de problèmes. Lui-même, le président Tshisekedi aussi, je n'oublierai jamais, je crois qu'il était en Côte d'Ivoire, là où il est allé cracher sur les enseignants en disant qu'il n'y avait pas des enseignants de qualité. Le problème, parmi les choses que je reproche au gouverneur d'aujourd'hui, moi j'ai toujours pensé que lorsqu'on arrive au pouvoir, quand on est au pouvoir, on ne se plaint pas. Quand on est au pouvoir, on agit. La gestion de la République n'est pas une affaire des plaintes et des justifications. Non. Au pouvoir, on a une idée,
on a une vision qu'on vient matérialiser et cette vision-là, mise en marche, doit aider à améliorer les conditions de ses compatriotes et de ses électeurs. Donc, évidemment, c'est les compatriotes qui sont électeurs et qui votent. Mais lorsque vous avez des autorités qui arrivent au pouvoir pour se plaindre, là, il y a un problème. Lorsque vous avez des gens qui, au pouvoir, ils se comportent comme étant les gens de l'opposition, là, il y a un problème. Lorsque vous avez un pouvoir des constats, on constate que l'armée a des problèmes. Cette armée-là, c'est un corps dans plusieurs corps dans un même corps. Ces enseignants, non. Quand on est au pouvoir, on ne fait pas des constatations. On dit, regardez, j'ai trouvé que la qualité des enseignants n'était pas à la hauteur. En 4 ans, voici ce que j'ai fait. J'ai réformé les systèmes d'éducation. J'ai renvoyé les enseignants à la formation. Et au terme de 4 ans, j'ai pu embaucher autant d'enseignants qui ont été formés. Et de ce processus est sorti. Voilà des choses qu'on attend de ceux qui dirigent. Mais quand vous avez des dirigeants qui, eux, arrivent au pouvoir pour faire le constat, moi je leur pose toujours la question. Vous allez faire des discours marathons dans lesquels, pour la plupart des fois, vous constatez comme nous, le peuple. Non, vous n'êtes pas élu pour constater. Vous n'êtes pas élu pour vous plaindre. Vous n'êtes pas élu pour vous justifier. Vous êtes élu pour agir. Et on suppose que lorsqu'on est candidat président à une fonction la plus haute d'ailleurs de la République, de la structure étatique, on est supposé avoir pris le temps de faire une sorte de cartographie, une sorte de radiographie de la situation. On a une idée des attentes de son peuple, des enjeux pour son pays, et on dit à ce peuple-là, vous êtes dans des problèmes, vous êtes dans des difficultés, moi, je scannais les difficultés, les problèmes que vous avez, je suis prêt à vous apporter un mieux-être, à améliorer votre situation, donnez-moi un mandat, je ferai ça, ça, ça. C'est ce que le peuple attend de ses dirigeants. Mais ici, vous avez plutôt des autorités qui viennent se plaindre. Il arrive en Côte d'Ivoire, il crache sur les enseignants en expliquant que les enseignants ne sont pas comme ça, les enseignants ne sont pas comme ça. Donc je veux dire que le pouvoir de la constatation, le pouvoir de la justification n'est pas un pouvoir qui mérite d'exister dans un pays à plusieurs défis comme le nôtre. Donc là, on finit les mois de septembre. Je ne sais pas si votre fils ou si votre fille a pu rentrer à l'école. Je suis de cœur avec vous. Je suis parent moi-même. Et je comprends la gymnastique, la douleur et la difficulté que les parents qui ont des enfants à scolariser vivent en ce moment ici des débuts d'année scolaire et de problèmes de Minerval et tout ça. Donc je voulais vraiment vous exprimer mon soutien et vous dire que je suis totalement de cœur avec vous. Je voulais demander 2-3 petites choses avant de commencer cette émission. Comme vous le savez, la première des choses que je tiens à vous demander, c'est de pouvoir vous abonner sur notre chaîne YouTube. Nous, c'est CPL Télévision, CPL TV donc. Abonnez-vous à CPL TV. Nous sommes à 86 400 abonnés. Partout où vous êtes à travers le monde, regardez les personnes qui sont avec vous. S'ils ne sont pas encore abonnés, demandez-leur de pouvoir s'abonner sur notre chaîne. Ça nous fera énormément plaisir et ça nous fera énormément de bien. Deuxième chose, je voudrais vraiment la main sur le cœur de vous demander de pouvoir liker cette vidéo, liker la vidéo et partager-la. Nous, ça nous permet de nous mettre à l'abri. Et puis troisième chose, vous connaissez le principe, n'hésitez pas à appeler notre ami, notre partenaire des dedans, Madame Judith Londolé Betoko Betokos. Madame Judith Londolé Betoko Betoko Lilo, Molette ici qui toko bilamba qui toko yemoro qui toko. Donc Judith, c'est notre partenaire. Elle a sa boutique qui s'appelle La Londoloise. La boutique de Judith vend donc les habits. Elle est spécialisée dans l'habillement homme. Si vous voulez avoir des vestes, des cravates, des chaussures, des chemises, tout ce qui tourne et tout ce qui concerne l'habillement homme, n'hésitez pas à appeler donc Judith Londolé Betoko Betoko Lilo et veuillez commander vos habits. Ça nous fera énormément plaisir. Les amis, je suis venu aujourd'hui pour qu'on parle de notre scandale qui se passe en ce moment ici à la Chambre haute du Parlement. Vous savez que la République démocratique du Congo a un système d'un Parlement bicaméral. Vous avez une Assemblée nationale
composée de 500 députés nationaux. Et au-dessus de cette assemblée, on dit chambre basse, chambre haute. Vous avez la chambre haute qui est donc le Sénat, qui est composé d'un peu plus de 100 sénateurs, un peu plus, légèrement un peu plus de 100 sénateurs. Ce sont donc à ces deux chambres-là qui forment le Parlement de la République démocratique du Congo. Jusqu'aujourd'hui, je me suis toujours posé la question de savoir l'importance du Sénat de la République démocratique du Congo. D'abord que je doute sur le travail abattu par l'Assemblée nationale. 500 députés, on me dira que le pays est grand par rapport à la démographie, c'est pas un problème. Mais parmi les institutions que nous avons dans le pays, parmi les institutions qui sont gloutonnes, vous avez entre autres le Sénat. Je me pose vraiment la question, est-ce que dans la situation qui est la nôtre, où nous voulons dégager de ressources, où nous nous organisons, si nous sommes sérieux avec nous-mêmes, à réduire le train de vie des institutions, est-ce que nous devons avoir un parlement bicaméral? Parce que quand vous allez vous regarder un peu bien, vous allez vous rendre compte que les deux chambres font pratiquement la même chose. Une loi qui est peut-être lue en première lecture à l'Assemblée nationale va en seconde lecture au niveau du Sénat. S'ils s'entendent pas, ils se mettent d'accord. On dit s'ils se mettent pas d'accord, c'est la voix de l'Assemblée nationale qui prime. Cette histoire de double lecture, je ne vois vraiment pas. Moi, si on était sérieux avec nous-mêmes, dans le cadre de la réduction des trains de vie des institutions, une institution comme le Sénat, je ne vois pas ce qu'elle fait. Je prêcherai pour que le Sénat soit rayé de la carte des institutions de la République démocratique du Congo. Donc, mais là, il y a un grand processus de détournement et d'enrichissement illicite qui est mis en branle au niveau du Sénat. Il y a un homme qui s'appelle Modeste Baetsi Lukwebo, qui lui est président du Sénat et qui en ce moment ici a mis en place une machine pour saigner à blanc la République. Des millions de fonds publics sortis qui prennent une destination inconnue. Aujourd'hui, je parlerai un peu de ça. Et je dirai encore 2-3 petites choses. Et à la fin, comme vous savez, j'ouvrirai les téléphones pour recevoir vos appels. On pourra, comme on en a l'habitude éventuellement, continuer les débats en dehors de ces cadres, dans le cadre de ces émissions. Et le soir, aujourd'hui, j'espère vraiment, je vous promets, 20h30, 21h, nous allons nous retrouver dans le cadre d'émissions à l'OCPL. On trouvera un sujet intéressant et on va peut-être parler de la justice. On va parler de la justice. Que devons-nous faire après la sortie de Vidier Chimanga ou autre chose. Je trouverai un sujet et on se retrouvera donc le soir dans le cadre de l'émission à l'OCPL pour débattre. Et vous savez qu'à l'OCPL, c'est vous qui faites l'actualité, c'est vous qui m'appelez pour vous donner vos points de vue de l'actualité. Mais en 3 à 5 minutes, permettez-moi de vous rappeler encore ce soir, chers compatriotes, partout où vous avez la possibilité de nous suivre, que nous avons encore et toujours des problèmes dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ce samedi, les rebelles ADF sont rentrés dans un village dans l'Est de la République. Le bilan établi ce matin faisait état de 14 morts, des personnes qui ont été décapitées et des villages qui ont été brûlés. J'ai été scandalisé, j'en ai parlé dans un de mes décrits ici. Lorsqu'on a posé la question au président Tshisekedi sur le bilan de l'état de siège, le président Tshisekedi a dit que des groupes mafieux ont été neutralisés dans le cadre de cette opération de l'état de siège, que les provinces concernées par l'état de siège ont vu leur situation financière être requinquée. Et j'avais posé la question ici au président Tshisekedi, est-ce qu'il peut me regarder dans les yeux, moi, Congolais, et me dire que l'objectif pour lequel lui, comme président de la République, avait décidé de paralyser le bon fonctionnement, le fonctionnement constitutionnel de ces provinces, était-il pour des problèmes d'argent? Nous savons que l'état de siège avait été lancé pour des raisons de sécurité. Le président a dit, et nous tous nous l'avons constaté, que l'insécurité qui règne dans cette partie de la République plonge nos compatriotes de ce coin du pays dans une situation de désarroi total. La désolation, les tueries
à répétition dans ce coin de la République, ont nécessité pour la gouvernance actuelle la mise en place de l'état de siège pour éradiquer effectivement les sources d'insécurité. Mais aujourd'hui, l'état d'échec, l'état de... Je comprends d'ailleurs, c'est... comment je vais dire ça, je comprends ces hiatus que je viens de faire. Au lieu de parler de l'état de siège, je parlais de l'état d'échec. Effectivement, l'état de siège est un échec patent. L'état de siège est un échec patent. Parce qu'il y a plus d'une année, l'objectif principal pour lequel l'état de siège a été lancé par le président Tshisekedi n'a pas été atteint. J'ai parlé de bilan ici en m'appuyant sur le rapport rendu très fréquemment et très régulièrement par le baromètre sécuritaire de l'Est, qui vous démontre effectivement qu'à l'heure où nous parlons, nous avons plus de morts qu'avant l'état de siège. Au lieu de pouvoir résoudre le problème de sécurité a accru avec l'état de siège. Donc l'état d'échec ou des sièges, c'est la même chose, est un échec patent de la gouvernance du président Tshisekedi. Et moi, je parle de l'Est et de la République pour que cette partie de la République ne sombre pas dans l'oubli. Pour que nous tous, nous ne puissions pas oublier que nous avons effectivement des problèmes dans cette partie du pays. Je l'ai dit, j'ai dit ces choses comme un lanceur d'alerte. Et si une personne, si deux, si trois, si quatre personnes peuvent entendre ma voix, je serai l'homme le plus heureux de la planète. Je dirais, j'ai contribué d'une certaine manière à ramener la paix et la sécurité dans mon pays. Congolais, partout où vous êtes, n'oubliez pas votre pays, n'oubliez pas l'Est de votre pays. Le président Tshisekedi nous a menti. Lui qui a dit qu'il était commandant suprême d'une armée qu'il ne contrôle pas. Parce qu'il a dit que cette armée-là a des problèmes. Cette armée-là n'est plus homogène. Elle est hétéroclite. Il a dit que dans cette armée, c'est plusieurs corps dans un même corps. Il y a des généraux et des officiers qui ne répondent pas aux ordres et qui sont encore affiliés à certaines personnes. En clair, le président Tshisekedi, il est allé loin en nous disant que l'Est de la République, le sort de l'intégrité du pays dépendait de l'arrivée des armées de l'Afrique de l'Est. Et le président nous a promis que le Kenya va rentrer par Bunagana. C'était un gros mensonge. À l'heure où nous parlons, il y a déjà des premiers éléments de l'armée kenyane, d'après mes informations, qui doivent arriver ou qui sont déjà arrivés dans l'Est de la République, mais ils ne sont pas passés par le Bunagana. Je crois qu'ils sont passés par la frontière d'Itchacha, en passant par Kiwanja et le reste. Excusez-moi. Et ces armées qui viennent chez nous ont changé la mission pour laquelle ils devaient arriver chez nous. Ils ne viennent plus comme des unités combattantes pour mettre dehors le M23, mais ils disent venir pour créer une zone tampon entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le M23. Ceci vient donc consacrer la balkanisation. Ceci vient donc démontrer que M. Félix-Antoine Tshisekedi est un agent de la balkanisation. Parce que quand vous mettez les armées étrangères en zone tampon, vous séparez un pays, le deux camps d'un même pays. D'un côté, vous avez les FRDC et de l'autre, vous avez le M23 qui contrôle ce coin de la République. Et Tshisekedi va vraiment vous dire qu'il est allé, en se promenant comme un touriste et comme il en a l'habitude, il est allé faire adhérer la République à la communauté des États d'Afrique de l'Est pour qu'on nous ramène des forces étrangères qui ne vont pas nous aider à bouter dehors la menace M23 soutenue par le Rwanda, mais ils viennent pour créer une zone tampon entre les FARDC et Bunagana. Ça veut dire que là, ils nous mettent un mur, ils divisent notre pays. Vous voulez qu'on parle de la balkanisation? Eh bel et bien, la balkanisation est là. Ça, c'est la preuve et la confirmation, si vous en doutez encore, que M. Tshisekedi est véritablement un agent de la balkanisation. Il a vendu le pays. Ça, Congolais, nous devons nous résoudre, nous devons nous mettre debout pour sauver la République, parce qu'entre les mains de M. Tshisekedi, la République est en danger et la République est en train de se volatiliser. Et je parle aussi de ces choses pour exprimer mon soutien et mes encouragements, ma solidarité, ma compassion à nos compatriotes de cette partie de la République, en leur disant, chers frères, chères sœurs, restez debout, vous n'êtes pas seuls.
comme on dit chez nous, qu'on reconnaît des vrais amis dans les moments des difficultés, dans des moments des malheurs. Il y a des Congolais qui sont très loin, mais qui pensent à vous et qui sont de cœur avec vous, qui voudraient absolument que vous viviez bien. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons lancé ce moment et cette campagne de sensibilisation au début de chacune de nos émissions. Mes frères, je vais vite en venir à mon sujet, mais laissez-moi dire 2-3 petites choses. La première des choses, je voudrais réitérer mes condoléances à un ami et un frère, Monsieur Barnabé Milingagno, qui a enterré aujourd'hui son fils de 19 ans, j'en ai parlé ici. Son fils est Francis, qui est décédé il y a 2 semaines à peu près, 1 ou 2 semaines, je sais pas moi, 10 jours ou 12 jours. J'en avais parlé ici. Ce garçon qui venait de décrocher son diplôme d'État et qui est décédé après une opération d'appendicite. Barnabé a donc enterré son fils aujourd'hui. J'ai vu les images sur les réseaux sociaux. Le dictateur Félix Tshisekedi a quand même accepté que M. Barnabé aille enterrer son fils. Je crois qu'on lui a donné une dérogation spéciale parce que j'ai vu qu'il était entouré de plusieurs militaires, probablement pour qu'il aille s'incliner devant la dépouille mortelle de son fils. Après, je crois qu'on va le ramener en prison. La prison que le dictateur Félix Tshisekedi a promis de remplir. Donc, j'exprime ici, une fois de plus, mon soutien, ma solidarité, et je réitère à mon frère et ami Barnabé Milingagno mes condoléances les plus attristées et les plus émues, après donc la disparition de son fils de 19 ans, et je lui demande de rester debout, de ne pas perdre espoir. C'est le combat. Lorsqu'on a des idéaux, lorsqu'on a des valeurs, des choses auxquelles on croit, on doit être capable de se battre et de se sacrifier pour ses convictions et pour ces idéaux-là. Je connais le moral de ce monsieur. C'est quelqu'un que je fréquente depuis un temps. Je peux vous assurer que c'est un homme qui restera debout. Et s'il a la possibilité de travailler pour son pays, il le fera. Mais Barnabé qui enterre son fils est rentré en prison. Tous les voyous, je pèse bien mes mots, j'ai dit tous les voyous de ce régime de médiocrité, ce régime de jouisseurs, des mafieux, des détourneurs et des touristes qui ont été arrêtés, tous y sont à l'extérieur. Tous y sont à l'extérieur. Barnabé a été condamné parce que il est un prisonnier d'opinion. Barnabé a été condamné parce qu'il a dit des choses. Mais ceux qui ont trempé dans le vol, dans le détournement, dans des choses horribles, sont tous dehors. Tous les voyous de ces régimes, des jouisseurs, des médiocres, sont à l'extérieur. Sont à l'extérieur. Le coopérant Vidier Chimanga, qui a été pris en flagrant délit dans la vidéo qui circule dans les réseaux sociaux, en train de discuter et de démontrer comment est-ce que la gestion de la République est devenue une affaire de corruption, en train de réclamer 20%. Il n'a fait que 4 jours à l'extérieur, il est dehors. Et sur ce point-là, je réitère ce que je vous ai toujours dit. Je vous ai dit que Tshisekedi ne pouvait pas laisser Chimanga aller jusqu'au loin parce que Chimanga, c'était un rabatteur. Le vrai chef de file de cette mafia-là, c'était Tshisekedi lui-même. Je voudrais ici vous rappeler encore. Ça fait un bout de temps que je reviens sur une affaire de 87 millions de dollars que Tshisekedi personnellement a détourné. L'argent des sociétés canadiennes qui est venu via la société financière internationale. Jusqu'à l'heure où je vous parle, M. Tshisekedi n'a toujours pas remis cet argent-là. Il tergiverse, il est en train de faire marcher ces gens-là, aller à gauche, aller à droite. Ça fait des semaines et des semaines, des jours et des jours. L'argent qu'il a encore sorti de manière indue à la Banque centrale se trouve toujours à la pavillon 6 de la cité de l'OUA. Tantôt il dit, avant que je vous remette votre argent, donnez-moi des assurances que mes biens qui ont été gelés, je vais les retrouver. Tantôt il envoie ses rabatteurs réclamer des pourcentages à ces gens-là pour leur donner leur propre argent, alors que lui, le metteur en scène de l'escroquerie avait déjà pris le 87 millions. Tantôt il fait donc, jusqu'à l'heure où je vous parle, mais ça c'est une scène de Far West.
C'est quel président, c'est quelle gouvernance qui arrive à la tête du pays pour conduire la République vers la banqueroute comme on est en train de le voir. Mais ce que Tshisekedi ne sait pas, que ce qu'il est en train de faire avec ces gens-là, c'est eux qui font le roi. Il le payera et ces gens-là lui feront payer ça d'une manière ou d'une autre. Ceux qui doutent encore de la véracité de cette information, soyez tranquilles. Le moment viendra, vous allez vous dire, Perrault avait raison. Donc, Barnabé va rentrer en prison, Villiers Chimanga est dehors. Et Teni Longondo, le grand détourneur et voleur selon l'IGF, c'est l'IGF qui l'a dit. L'homme qui a détourné l'argent de fonds Covid est à l'extérieur. Il est à l'extérieur. Tous les voleurs, les détourneurs de l'affaire 100 jours, on parle de 400 ou 500 millions de dollars américains, que M. Tshisekedi est allé prendre dans les réserves d'échange et qu'il a dilapidé. Il confond dans sa gestion dictatoriale, nombriliste et de la chose publique. Il confond l'argent du trésor public avec son propre argent. Tous les mafieux et les voleurs de l'opération 100 jours sont dehors. Le bandit ici, Jules Moniéré, qui a appelé à l'élimination physique des gens. Il a donné des adresses qui ont été suivies après parce qu'on a vu des gens aller avec les machettes. On l'a encore envoyé se promener en prison et on l'a sorti. Mais qui se retrouve aujourd'hui en prison? Barnabé Milinganyo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit Kokoli Mbouma. Donc pour Tshisekedi, le propos de Barnabé sont plus dangereux pour la République que l'appel au meurtre de M. Jules Moniéré. Qui sont en prison aujourd'hui? Jimmy Kitenge. Jimmy Kitenge, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que M. Tshisekedi était incompétent et que lui ne pouvait pas s'expliquer que pendant que nous avons la guerre, que Félix Tshisekedi aille boire et danser à Marbella. Il est en prison. Alors que Teni Longondo est dehors. On a pris un monsieur qui s'appelle Momo. Il est cadre du PPRD. On l'a enlevé à Lualaba. Il était là-bas, à Lualaba. On le prend de Lualaba où il était. Momo a fait 6 mois et 16 jours dans les prisons de l'ANER. 16 mois et 6 jours, sans voir sa famille, sans voir ses avocats, sans être mis en contact avec son juge naturel. Donc on va enlever un compatriote de Lualaba. On l'amène manu militari. Il passe 6 mois et 16 jours dans le cachot de l'ANER. Or, le dictateur Félix Tshisekedi Tshilombo, en prenant le pouvoir, il avait promis de fermer tous les cachots de l'ANER. Vous allez vous rendre compte que Félix est un menteur. Tout ce qu'il dit, il ne le réalise pas. Momo a fait 6 mois et 16 jours dans les cachots de l'ANER. Et à l'heure où je vous parle, j'ai appris que ce week-end, Momo, qui est sorti de l'ANER, on est allé les jeter au cachot du parquet, on venait de les transférer à Makala. Qu'est-ce que Momo a fait? Il aurait dit que le président Tshisekedi était incompétent. Et tous ils sont accusés, condamnés pour des questions d'offense au chef de l'État. Rappelez-vous que Tshisekedi avait dit qu'on ne peut pas, dans un pays de démocratie, arrêter les compatriotes et les condamner pour l'infraction d'outrage ou d'offense au chef de l'État. C'est Tshisekedi qui avait dit ça. Mais la plupart des gens que je vous cite, vous allez vous rendre compte qu'ils sont en prison parce que le dictateur Tshisekedi a donné des ordres et que tous, ils sont là grâce ou de suite d'une prévention d'outrance au chef de l'État. Je voudrais ici réitérer tout ce que j'ai toujours dit à M. Tshisekedi. Tout ce que Tshisekedi est en train de faire, c'est tout simplement, parce qu'il est incompétent, il n'est pas à sa place. Et puis deuxièmement, parce que Tshisekedi est tout simplement amnésique. Il n'est pas le premier président de ce pays-là. Il y en a qui ont fait pire que lui. J'ai toujours dit ça, mes frères. Avant Tshisekedi, il y avait les Zingzong, il y avait les Saddam Hussein, il y avait les Baramoto, il y avait les Ndimbi. Il y avait tout ce monde-là, des puissants des régimes de Mobutu. Ils sont partis, nous avons eu des Kalev, des puissants du régime de Joseph Kabila. Bien avant les Kalev, nous avons eu les Mutombo Tshibal, les Henri Mova, les Didier Moumengi, qui ont travaillé avec son père. Qui ont travaillé avec le père de Kabila, Laurent Désiré Kabila. Les Babimbaï. Ces gens-là
avaient aussi leur moment. Et aujourd'hui, ceux qui sont arrivés aujourd'hui au pouvoir, alors que eux, ils étaient des victimes de tous les régimes que je viens de citer, au lieu d'apporter un mieux-être, non, ils commencent à faire pire que leurs détracteurs d'hier. Et je dis que la vie est une roue, elle tourne. Ce que Tshisekedi fait aujourd'hui, puisqu'il ne veut pas construire une cité ou un État moderne. Pour moi, une communauté ou une cité moderne, c'est un État dans lequel les principes, les droits prennent les pas sur les individus. Puisqu'il pense que la protection doit être tributaire au positionnement qu'on a dans la société et dans la vie, je leur dis chapeau. Mais ils ne doivent pas oublier qu'ils ne sont pas éternels, qu'avant eux, il y avait des présidents de la République, il y avait l'entourage du président qui ne sont plus là. Il payera tout ce qu'il est en train de faire. Le détournement, les violations graves des droits de l'homme. Félix Tshisekedi payera ça. Je prends rendez-vous avec vous ici. Il va payer ça. La nature, elle est juste. La nature, elle est normale. Donc, je voulais donc en parler. Deuxième chose, je voulais dire un mot sur ce qui se passe au Burkina Faso. Moi, vous voulez avoir mon point de vue, foncièrement, je suis anti-putschiste. Moi, je suis foncièrement démocrate. Je crois en la démocratie, même si le système démocratique, d'une certaine manière, a montré aussi ses limites dans nos pays africains. L'Afrique doit aussi s'inventer son modèle de démocratie. Avons-nous besoin de dépenser des millions d'argent pour des élections qui ne nous apportent pas rien, pour des personnes qui arrivent au pouvoir après des simulacres des élections, mais avec la bénédiction de l'étranger pour venir payer. L'Afrique doit se mettre là et réfléchir autour de son modèle de démocratie. Mais j'ai vu qu'il y a un jeune homme de 34 ans, monsieur, comment il s'appelle, Traoré, Ibrahim Traoré, Ibrahim Traoré, je crois, oui, qui a pris le pouvoir depuis 3 jours au Burkina et qui a le soutien de sa population. Je l'ai suivi ce matin sur Radio France Internationale, j'étais épaté, j'ai eu la chair des poules. C'est un jeune homme de 34 ans militaire qui vous parle un français correct, qui est profond et perspicace dans ce qu'il dit. Alors quand je regarde aujourd'hui notre armée, je me dis, mais j'ai l'impression que nous sommes un peu en retard. Qui nous recrutons dans notre armée? Qu'est-ce que nous faisons pour améliorer notre armée? Mais vous sentez qu'il est jeune, mais il a des idées, il a la tête en place. Rien à voir avec les jouisseurs en chef qui est à la tête de mon pays. J'ai eu pitié pour mon pays. Et les Burkinabés ont compris, regardez comment ils sont en train de les soutenir alors que c'est un putschiste. Je dis que je n'ai jamais été partisan des putsch et des coups d'État. Mais je commence à me dire, quand même, on m'a donné, lorsque la République est en danger, l'armée, comme le gardien de l'intégrité et des valeurs de la République, doit prendre ses responsabilités. Et ça, les Burkinabés ont compris ça. Regardez comment le pays est allé en train de se liquéfier aujourd'hui. Chez moi, je parle de mon pays. L'Est de la République est en miettes. Les familles entières sont effacées de la carte du monde avec les histoires des ADF. Nos frontières sont poreuses. Le dictateur Tshisekedi a ouvert nos frontières. Vous avez le Rwanda chez nous, vous avez l'Ouganda chez nous, vous avez les Burundi. Maintenant, il va ramasser les Sud-Soudan, le Kenya. Donc, la République est en train d'exploser, d'imploser. Nous sommes véritablement en danger. Pendant ce temps, ils sont dans la jouissance et dans l'inconscience à perpétuité, là où eux, ils sont à Kinshasa. Moi, je ne suis pas pour le coup d'État. Je suis partisan de la démocratie et des passations civilisées des pouvoirs. Mais l'effervescence que j'ai vu les Burkinabés manifester par rapport à ce jeune homme Ibrahim Traoré de 34 ans m'a quand même amené un peu à commencer à me dire, est-ce que je ne dois pas revoir un peu ma rigueur, ma raideur par rapport à ma conception de la démocratie et à des passations civilisées des pouvoirs. Parce que quand je regarde l'état dans lequel se trouve mon pays, je me dis il nous faut un sursaut patriotique. Chacun en ce qui les concerne pour sauver la République et arracher le pays entre les mains du jouisseur Félix Tshisekedi, parce que là, ça ne va pas. J'ai toujours dit et j'ai toujours cru
que chaque minute, que chaque seconde que M. Tshisekedi passe à la tête de ce pays-là nous insécurisé. Je suis aujourd'hui partisan d'une révolution, de l'application de l'article 64, comme l'a dit mon ami Bolodjoa, pour mettre fin à cette jouissance qui est installée à notre pays. Une révolution qui va balayer cette classe politique et régénérer la politique de mon pays. J'en appelle donc à la prise de conscience de nous tous. Nous devons prendre conscience, nous devons nous rendre compte que la République est véritablement en danger et que nous, comme peuple, nous, comme citoyens de ce pays-là, nous avons tout à faire pour essayer de sauver notre pays de la situation catastrophique dans laquelle il est plongé alors où nous parlons. Les amis, je voulais parler de la situation au niveau du Sénat. Le Sénat de la République démocratique du Congo est dirigé à l'heure où nous parlons par un homme qui s'appelle Modeste Bahati Lukwebo. Modeste Bahati Lukwebo, c'est donc l'autorité morale de l'AFDCA. C'est un homme qui a eu une histoire dans ce pays. Que ce soit en politique, il a œuvré à un moment donné dans la société civile. Mais partout où il est passé, Bahati draine derrière lui une réputation d'un homme accro à l'argent. Accroché à l'argent. C'est un homme en matière d'argent qui est sans pitié. Il est de la nature de ceux qui sont capables de tout pour avoir l'argent. Et ceux qui le connaissent ont trouvé un surnom à la taille de ses ambitions pour l'argent. On l'appelle Maradona. On l'a surnommé Maradona, donc un grand dribbleur. On dit qu'en matière d'argent, quand vous êtes en face de Bahati Lukwebo, faites attention, vous allez vous faire dribbler. C'est un grand dribbleur en matière d'argent. Ça, on ne badine pas, on ne joue pas. C'est comme ça que moi, j'ai commencé à un moment donné, j'ai écrit un article où je disais Diego Modeste Maradona Lukwebo. Bahati Lukwebo est à la tête du Sénat, mes frères. Les sénateurs sont en train de pleurer depuis que cet homme est arrivé au pouvoir là-bas. Ceux qui se sont ligués pour faire tomber, comment il s'appelle, Alexis Tambwe Mwamba et tout son bureau, les Roubouye, les autres, les Badibanga, les Sonia Kamitatu, aujourd'hui ils sont en train de se mordre le doigt. Ils ont vraiment confirmé la thèse qui dit il vaut mieux un diable que tu connais par rapport à un saint que tu ne connais pas. Parce que ce que Bahati est en train de faire à la tête du Sénat est grave. Je vais vous donner un cas. J'ai ici les prévisions budgétaires pour 2020 et 2021. Bahati a été élu avec tout son bureau au mois de mars 2020. Lorsque Bahati arrive au mois de mars 2020, à ce moment-là, le budget de l'État pour l'exercice 2021 n'était pas encore entré en fonction parce que les budgets rentrent en fonction par trimestre. Voici ce que Bahati a trouvé au mois de mars. La situation, je compare la situation pour les budgets 2020 et les budgets 2021. Données mensuelles 2020. Rémunération 2 milliards 547 millions 874 394 francs congolais. Je parle des 2 milliards 547 874 attends, toquez ma lembi. Le tableau rémunération, parce que le tableau est composé de 3 parts. Il y a la rémunération, il y a le fonds spécial d'intervention et il y a le fonctionnement. Quand Bahati prend le pouvoir au mois de mars 2020, voici la situation qu'il trouve. Rémunération par mois, 2 milliards 547 millions 874 394 000 francs congolais. Ça, c'est pour la rémunération. Pour le fonds spécial d'intervention, 1 milliard 58 millions 139 853 francs congolais. Et pour le frais de fonctionnement, 1 milliard 131 millions 802 102 francs congolais. Le total, c'est donc 4 milliards 737 millions 816 349 francs congolais. Ça, c'était l'enveloppe globale qu'on envoyait à l'Assemblée, au Sénat en 2020, quand M. Bahati prend le pouvoir.
Il prend le pouvoir au mois de mars. Immédiatement, il a la chance que le budget 2021 entre en fonction, parce que quand ils ont pris le pouvoir au mois de mars, au mois d'avril, le budget 2022 entre en fonction. Et Bahati voit que le budget 2022, en ce qui concerne la dotation du Sénat, a doublé. Parce que il a trouvé une enveloppe de 4 milliards 737 816 349 000 francs congolais. Mais au mois d'avril déjà, soit un mois après son arrivée, ce budget est passé de 4 milliards à 9 milliards 423 millions 045 440. Donc le budget a doublé. L'enveloppe des dotations a doublé. Donc on passe du budget 2020 au budget 2021 parce qu'on est déjà au mois d'avril. Mais M. Bahati Lukwebo, qui voit l'enveloppe budgétaire être doublée, a donc une sorte de gap de plus de 2 millions, 3 millions de dollars au-dessus. Depuis que Bahati est arrivé, il ne justifie pas ces gaps-là parce qu'il n'a pas modifié. Les administratifs, je vais en parler parce qu'ils ont vu une petite amélioration au mois de juillet. Et les sénateurs, et tout ça. Vous venez vous trouver un budget. Et un mois plus tard, vous doublez les budgets. Mais vous gardez les dépenses au même niveau, au même titre. Mais l'argent des surplus, qu'est-ce que M. Bahati Lukwebo en fait? Il ne veut pas que personne lui demande. Il ne veut pas qu'on le lui demande. Et selon les informations, ça c'est le budget 2020 et 2021. En 2022, ce budget a encore doublé. Au point où aujourd'hui, on annonce que le budget des dotations pour le Sénat est à plus de 10 millions de dollars américains le mois. Le budget est aujourd'hui à plus de 10 millions. Mais qu'est-ce que le président du Sénat fait avec tout cet argent? Bahati ne veut pas qu'on lui pose des questions sur ce qu'il fait avec l'argent. Donc, aujourd'hui, il trouve une enveloppe qui a été multipliée fois 3 ou fois 4. Malgré cette multiplication-là, le Sénat a des problèmes substantiels, notamment au niveau. Il y a des dépenses qui s'exécutent toujours comme si l'enveloppe était toujours l'enveloppe de 2020. Il exécute le plan de dépenses du Sénat comme c'était en 2020. Il ne paye plus rien aujourd'hui. Les factures des hôpitaux ne sont pas payées. D'abord, il est venu à un moment donné, il a obligé tout le monde d'aller dans son hôpital, médecin de nuit, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils en ont fait. Les factures des hôpitaux ne sont pas payées parce qu'en son temps, les sénateurs avaient refusé d'aller là-bas. Les jetons de présence sont non payés. Les commissions, les travaux en commission et les travaux en commission ad hoc non payés. Donc la liste est longue. Posez la question à Diego, Modeste, Maradona, Lukwebo. Qu'est-ce qu'il fait avec l'argent? Il vient, je vous dis, il trouve un peu plus de 4 milliards de francs congolais de dotations. Un mois plus tard, il est à plus de 9 milliards de dotations. Mais lui continue toujours à exécuter les listes budgétaires de 2020. Et aujourd'hui, le budget de 2022 est entré en fonction. Les informations indiquent que le Sénat reçoit une dotation de plus de 10 millions de dollars. Qu'est-ce que Bahati fait de tout cet argent-là? Maradona dribble tout le monde. L'article 118 du règlement intérieur du Sénat stipule que à chaque 6 mois, il va falloir commencer à auditer les finances du Sénat. J'ai l'article, laissez-moi vous lire les premières lignes de cet article-là. Voilà, article 118. Le bureau du Sénat fait rapport à l'Assemblée plénière de sa gestion au début de chaque session ordinaire. À l'effet de l'examen de ce rapport, le Sénat constitue en son sein une commission spéciale de comptabilité et de contrôle des ressources composée d'un délégué issu de chaque groupe politique et chaque groupe provincial. La présence. Donc, après chaque session, ou avant chaque session, donc après chaque 6 mois, le Sénat, il doit mettre en place une commission pour auditer les finances. La loi est claire. La commission là, comptabilité, la commission est composée des délégués issus de chaque groupe politique et de chaque groupe provincial. Mais, toujours qu'il y ait 2 ans, Bahati ne veut pas que le Sénat mette en place cette commission-là.
Il a reçu les sénateurs avant cette session parlementaire. José Makila et les autres qui participaient à cette réunion-là, les autres sénateurs, lui ont demandé, mais monsieur le président, dites-nous, pourquoi les députés gagnent 21 000, nous gagnons 13 000? Mettons en place la commission telle que les règlements intérieurs de la Chambre haute du Parlement les stipulent pour que nous puissions étudier de la question. Bahati ne veut rien entendre. Les amis, c'est quel pays où lorsqu'on parle des détournements des autorités, c'est toujours en termes de millions de dollars américains. Au niveau de l'administration du Sénat, toutes les personnes qui ont osé la voix Bahati les a chassées. Il a renvoyé les gens en, comment on les appelle? Il a mis en retraite des personnes qui ne sont pas éligibles à la retraite. Et là, il a rempli le Sénat avec une centaine de membres de l'AFDCA. Il a engagé les militants de l'AFDCA qui n'ont aucune compétence, aucune connaissance. Beaucoup se sont retrouvés là à cause de leur militantisme. Et aujourd'hui, l'administration du Sénat est bondée. Il n'y a pas de chaises, il n'y a pas de tables, il n'y a rien. Parce que Diego Modeste Maradona Lukwebo a décidé de faire ce qu'il est en train de faire là. Il a pris ses fils et ses enfants qu'il a amenés là-bas et tout est compliqué. Je pose la question à M. Tshisekedi. Est-ce que c'est vraiment pour ça que votre père s'est battu? Pour que vous, son fils, vous veniez au pouvoir, que vous-même vous vous transformez en un détourneur international et que vous installez à la tête de toutes les institutions de la République des gens sans âme qui n'ont qu'une envie, c'est l'argent. Bahati est véritablement un Maradona. Il dribble tout le monde. Ici, j'ai été contacté par plusieurs sénateurs et il y a une dynamique pour renverser Bahati qui arrive. On dit non, c'est Vital Kamerhe qui instrumentalise. Il paye les journalistes. Mais non, c'est plus Vital Kamerhe. Oh, c'est Adel Kaïnda qui paye les journalistes. Je parlerai de cet Adel Kaïnda là et de ses rapports avec Bahati dans mes prochains décrits. Il se pose un sérieux problème au niveau du Sénat. Et le problème qu'il y a au Sénat à l'heure où je vous parle, c'est un problème d'un seul homme. Diego Modeste Maradona Lukwebo. Grand dribbleur. Maradona est en train de dribbler tout le monde là-bas. Oh, à l'heure où je vous parle, c'est des millions de dollars que Bahati détourne avec sa questeur, Carole Aguito. L'argent prend une destination inconnue. On l'a appelé avant le lancement de cette session parlementaire. Ils étaient en conférence de président. On lui a demandé, tel que le stipule l'article 118 du Sénat, la mise en place d'une commission pour auditer les finances du Sénat. Je lance ici un défi à M. Bahati Lukwebo, à M. Diego Modeste Maradona Lukwebo. Si il ne se reproche de rien, si au Sénat l'argent n'est pas détourné, que Bahati Lukwebo accepte alors la mise en place telle que le stipule l'article 118 du Sénat de la commission pour auditer les dépenses et les finances du Sénat. Vous allez voir. Il a transformé les finances du Sénat à une affaire de COP. Il n'y a que lui et sa questeur, Carole Aguito, qui connaissent. Même les autres membres du bureau ne sont pas concernés par les dépenses que Bahati est en train de faire. Si c'est vraiment pour ça que les gens ont haï Kabila, si c'est vraiment pour ça que Etienne Tshisekedi Mulumba s'est battu, je me dis que la République est dans une situation catastrophique. Aujourd'hui, Bahati doit dire aux sénateurs qu'est-ce qu'il fait de la dotation du Sénat. Quand il est arrivé au mois de mars 2021, il a trouvé l'application du budget 2020. Il avait une dotation de plus de 4 milliards de francs congolais. Déjà au mois d'avril, soit un mois après son arrivée, le budget 2021 est entré en action et Bahati a vu la dotation du Sénat doubler. Il était à plus de 9 milliards. Mais lui, il continue toujours à exécuter les prévisions budgétaires de 2020. Qu'est-ce que le gap, le plus fait? Où se trouve cet argent? Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Les dotations sont aujourd'hui à plus de 10 millions de dollars américains.
Mais Bahati ne bouge pas. Il ne veut pas qu'on lui pose des questions. Monsieur Gilles Alenguete, le patrouilleur. Moi, Gilles Alenguete, il le sait. Vous tous, vous savez que moi, je salue le travail d'Alenguete. Il fait un grand travail. Il faut aller enquêter au Sénat. Il faut aller enquêter au Sénat. Il y a un grand technicien, un bon dribbleur en matière de finances qui s'appelle Bahati Lukwebo et qui fait des dégâts au Sénat. Je reviendrai encore dans les jours qui arrivent avec d'autres détails. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission, les amis. Malheureusement, tout se termine avec des histoires de vols et de détournements. C'est ça, la chanson et les refrains avec les régimes de Tshisekedi. Retrouvons-nous demain pour une autre émission. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.